Dans la cabine feutrée de la première classe du vol Air Lumière 472 reliant Paris à Strasbourg, Claire Dubois, juge fédérale respectée, reste figée, son téléphone à la main, tandis que des marshals aériens armés montent à bord de l'avion. Les murmures des autres passagers emplissent Claire, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. Quelques minutes plus tôt, Julien Morel, un steward au visage crispé, l'avait poussé sans ménagement vers la classe économique, lançant avec mépris « Les gens comme vous n'ont rien à faire en première classe ». Une simple pression sur l'écran de son téléphone a suffi pour tout changer. Avant que l'histoire ne prenne un tournant inattendu, imaginez-vous à bord de cet avion, témoin d'une injustice criante. Avez-vous déjà été confronté à une discrimination en public? Ou vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand une personne de pouvoir est maltraitée? Voici ce qui arrive quand on pousse trop loin la mauvaise personne. Claire Dubois, la cinquantaine élégante, ajusta son tailleur bleu marine en montant à bord du vol 472 d'Air Lumière. Après 15 ans à siéger comme juge fédéral, elle avait perfectionné une routine pour ses fréquents trajets entre Paris et les grandes villes de France. Ce voyage était particulier. Elle devait prononcer le discours d'ouverture d'une conférence judiciaire à Strasbourg sur les biais dans le système juridique français. « Bonjour », dit-elle avec un sourire courtois à l'hôtesse postée à l'entrée de l'avion. Le jeune steward, dont le badge indiquait Julien Morel, jeta à peine un coup d'œil à son billet avant que son expression ne passe de professionnelle à suspicieuse. « La première classe est à gauche, dit-il, son ton laissant entendre qu'elle s'était trompée de chemin. « Oui, je sais, merci, » répondit Claire, présentant son billet de première classe qui indiquait clairement son siège, 2A, côté hublot. Les yeux de Julien se plissèrent alors qu'il examinait le billet avec une minutie inhabituelle, le tournant et le retournant comme s'il cherchait une anomalie. Il le lui rendit avec une réticence évidente. « Vous êtes sûr d'être dans la bonne section ?» demanda-t-il, malgré la preuve sous ses yeux. Claire, habituée à ce genre de scepticisme tout au long de sa carrière, répondit calmement mais fermement. « Oui, tout à fait. Siège 2A. » Elle s'avança vers la cabine de première classe, sentant le regard de Julien peser sur elle tandis qu'elle rangeait son bagage à main dans le compartiment supérieur et s'installait à sa place. Depuis son siège, elle observa les interactions de Julien avec les passagers suivants. Un homme d'affaires blanc, vêtu d'un costume décontracté, reçut un accueil chaleureux. « Bienvenue à bord, monsieur. » Son billet fut à peine regardé avant que Julien ne l'invite à passer avec une tape amicale sur l'épaule. Le contraste était frappant, mais Claire avait appris à gérer ce type de traitement avec dignité. Son père, un ancien pilote de l'armée de l'air française ayant servi durant des périodes troublées, lui avait enseigné une leçon précieuse. « Choisis tes combats avec sagesse, Claire. Ne gaspille pas ton énergie pour chaque affront. Garde tes forces pour les luttes qui comptent. » Tandis que d'autres passagers embarquaient, Claire remarqua d'autres disparités. Une femme blonde platine, élégante dans une robe Chanel, fut dirigée vers la première classe sans que son billet ne soit vérifié. Un homme âgé, appuyé sur une canne, reçut une assistance immédiate de Julien, qui lui offrit un sourire éclatant. Puis, un autre passager noir, un jeune homme en costume sur mesure, subit le même traitement que Claire. Plusieurs vérifications de son billet et des questions insistantes avant qu'il ne soit autorisé à rejoindre son siège en classe économique. À côté de Claire, un homme d'âge mûr en costume coûteux prit place. Son billet fut vérifié sommairement et il adressa un signe de tête poli à Claire avant d'ouvrir son ordinateur portable. L'écran afficha le logo de Lefebvre Innovation, une entreprise technologique de renom. Claire reconnut l'homme. Antoine Lefebvre, PDG et figure influente du CAC 40, souvent cité dans les magazines économiques. Julien revint en première classe pour proposer des boissons avant le décollage. « Monsieur Lefebvre, que puis-je vous offrir? Un champagne peut-être? Ou votre habituel whisky avec glaçons? » Il était évident que Julien connaissait le PDG et l'avait déjà servi. Antoine demanda une eau pétillante avec une tranche de citron que Julien s'empressa d'apporter. Puis, il passa méthodiquement dans la cabine, prenant les commandes des autres passagers avec une courtoisie marquée, sauf pour Claire. Lorsqu'il eut servi tout le monde et s'apprêtait à retourner au galet, Claire leva légèrement la main. « Excusez-moi,
Pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Julien se tourna, son expression se durcissant presque imperceptiblement. Nous terminons l'embarquement, madame. Je m'occuperai de vous pendant le service principal après le décollage. Claire remarqua qu'Antoine Lefèvre leva les yeux de son écran, un léger froncement de sourcils trahissant son intérêt pour l'échange. Il sembla sur le point de parler, mais se ravisa et replongea dans son travail. Claire prit une profonde inspiration. Ce n'était pas nouveau. Les petites piques, les différences de traitement, le message implicite qu'elle n'avait pas sa place en première classe, malgré un billet payé au même prix que les autres. Elle avait déjà affronté cela dans des restaurants chics, des hôtels de luxe et même dans des salles d'audience avant de devenir une figure reconnue. Elle sortit discrètement son téléphone et nota quelques détails: l'heure, le nom de Julien, les spécificités des interactions. C'était une habitude acquise au début de sa carrière d'avocate spécialisée dans les droits civiques, bien avant son ascension au rang de juge fédéral. Documente tout, se répétait-elle. Les faits comptent. Le vol, prévu pour durer 1 heure et demie, devait être une parenthèse tranquille pour réviser ses notes pour la conférence. Le sujet, les biais implicites dans les procédures judiciaires, semblait de plus en plus pertinent à mesure que les minutes passaient dans cet avion. Le commandant annonça le départ imminent, et la démonstration de sécurité se déroula normalement, bien que Claire nota que Julien évitait soigneusement son regard. Alors que l'avion roulait vers la piste, elle contempla la silhouette de Paris par le hublot, repensant à son père. Il avait combattu pour une France qui, à l'époque, le marginalisait, pilotant pour une armée qui le reléguait à des installations séparées. L'arc de l'histoire tend vers la justice, aimait-il dire, citant une maxime inspirée par les luttes pour l'égalité. Mais parfois, il faut lui donner un petit coup de pouce. C'est quoi? 40 minutes après le décollage, le service de boisson principal commença. Julien s'activa dans la cabine de première classe, commençant par les passagers de l'autre côté de l'allée. Il servit Antoine Lefèvre en premier, lui offrant une serviette brodée du logo d'Air Lumière et une eau pétillante ornée d'une tranche de citron soigneusement disposée. « Puis-je vous proposer autre chose, monsieur Lefèvre? Peut-être notre plateau de fromage, avec un excellent comté affiné? » Antoine déclina poliment, absorbé par ses tableurs. Julien continua, servant chaque passager avec une attention particulière. Serviettes impeccablement posées, boissons servies avec élégance, suggestion de snacks supplémentaires. Lorsqu'il atteignit enfin Claire, son attitude changea. Il déposa une serviette en papier sur sa tablette et y plaça un gobelet en plastique rempli d'eau tiède, sans glace ni citron, contrairement aux autres. « Autre chose ?» demanda-t-il abruptement, déjà prêt à s'éloigner. « Puis-je avoir de la glace, s'il vous plaît ?» demanda Claire. Julien serra la mâchoire. « Nous manquons de glace, madame. Je dois la réserver pour le reste du service. » Claire jeta un coup d'œil aux verres des autres passagers, tous généreusement garnis de glaçons. Plutôt que de contester le mensonge évident, elle répondit simplement: « Je vois. Merci. » Antoine Lefèvre, observant l'échange, sembla mal à l'aise. Il croisa brièvement le regard de Claire, où perçait une reconnaissance silencieuse de l'injustice, mais il resta muet, replongeant dans son ordinateur. Claire sirota son eau tiède et revint à ses notes. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Son discours à Strasbourg portait précisément sur la manière dont les biais implicites se manifestent dans les interactions quotidiennes, souvent si subtiles qu'ils laissent les victimes douter de leur réalité. 1 heure après le décollage, Claire eut besoin d'utiliser les toilettes. L'indicateur lumineux montrait que celle de la première classe était libre. Elle détacha sa ceinture et s'avança. Alors qu'elle approchait, Julien se plaça en travers de son chemin. « Excusez-moi, » dit-il assez fort pour attirer l'attention. « Les toilettes de première classe sont réservées aux passagers de première classe. » Claire garda son calme. « Je suis en première classe, siège 2A. » Julien ne s'y pas. « Je vais devoir vérifier votre billet à nouveau. »« Mon billet est à mon siège, » répondit-elle Zhu Claire. « Mais comme vous pouvez le voir, j'étais assise en première classe, 2A, côté hublot. »« Madame, je ne peux pas vous laisser utiliser ces commodités sans vérifier votre billet. Il y a des toilettes en classe économique. » Sa voix portait une autorité destinée à intimider,
Plusieurs passagers levèrent les yeux. Antoine Lefebvre cessa de taper sur son clavier. « Je suis une passagère de première classe », répéta Claire fermement, « et je souhaite utiliser les toilettes auxquelles j'ai droit. » Ce qui suivit choqua tout le monde. Julien posa ses mains sur les épaules de Claire et la fit pivoter, la poussant vers l'arrière de l'avion. « Les gens comme vous doivent utiliser les toilettes là-bas, » dit-il à voix basse, mais audible pour ceux à proximité. Un murmure de stupeur parcourut la cabine. Antoine se leva à moitié, visiblement choqué. Claire se figea, l'humiliation et la violation physique la laissant momentanément sans voix. « Vous venez de me toucher ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. Julien, semblant réaliser son erreur, retira ses mains. « Je vous guidais simplement vers les commodités appropriées, » dit-il sur la défensive. « Si vous continuez à perturber, je devrais le signaler au commandant. » Claire le fixa dans les yeux. « Vous venez d'agresser physiquement une passagère. C'est une violation des politiques de la compagnie et potentiellement un délit. » Julien ricana. « Je faisais mon travail. » Bien au pouvoir. Plutôt que d'escalader la confrontation, Claire retourna à son siège, ignorant les regards des autres passagers. Elle sortit son téléphone, désactiva le mode avion, une entorse aux règles, mais la situation l'exigeait, et composa un numéro. « Robert, c'est Claire Dubois. J'ai besoin de votre aide. » Dans l'ombre de la cabine, une jeune passagère en classe économique, Emma Laurent, une étudiante en journalisme, avait discrètement filmé la scène avec son téléphone. Elle échangea un regard avec une autre passagère, une médecin nommée Marie Dubois, qui secouait la tête, indignée. Antoine Lefebvre, jusque-là silencieux, ferma son ordinateur avec un claquement sec. « C'est inacceptable, » dit-il à voix haute. « On ne touche pas un passager comme ça. » Julien, le visage rouge, répondit « Monsieur, restez en dehors de ça. Je gère une passagère perturbatrice. »« La seule perturbation que j'ai vue vient de vous, » rétorqua Antoine. « Cette femme est clairement en première classe. Elle est assise en face de moi depuis l'embarquement. » Une jeune hôtesse, Camille Bisset, observait depuis le galet, visiblement troublée. « Julien, peut-être que je devrais prendre le relais en première classe, » suggéra-t-elle timidement. « Occupe-toi de l'économie, Camille, » aboya Julien. Camille hésita, déchirée, avant de s'éloigner à contre-cœur. Antoine ne céda pas. « Je parlerai au commandant à l'atterrissage, et je suis sûr que la compagnie voudra voir les images de sécurité. » Il désigna une caméra près de la porte du cockpit. Julien blêmit légèrement, mais retrouva vite son assurance. « Ces caméras sont pour la sécurité, pas pour surveiller l'équipage. » Soudain, une femme élégante d'une quarantaine d'années, assise en classe économique, s'approcha de la première classe. C'était Marie Dubois, médecin réputé. Elle demanda à utiliser les toilettes, arguant qu'il y avait une file d'attente en économie. Julien tenta de l'arrêter, mais Antoine intervint à nouveau. « Elles sont libres. Quel est le problème? » Sous pression, Julien céda, mais son regard restait hostile. En passant près de Claire, Marie murmura. « Madame la juge Dubois, je vous reconnais. J'ai vu ce qui s'est passé. Si vous avez besoin d'un témoin, voici ma carte. » Claire hocha la tête avec un léger sourire. Camille, revenue discrètement, glissa un verre d'eau avec glace et citron à Claire, accompagné d'un mot sur une serviette. « J'ai tout vu. Camille Bisset, ID 39214, prête à témoigner. » Les murmures dans la cabine s'intensifièrent. Emma Laurent, toujours en train de filmer, partagea la vidéo avec quelques contacts via le Wi-Fi de l'avion. Soudain, la voix du commandant, Pierre Martin, retentit dans l'intercom. « Mesdames et messieurs, en raison d'une situation imprévue, nous allons atterrir à Lyon. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » Julien, pâle, se précipita vers la chef de cabine, Sophie Garnier. « Pourquoi Lyon ?» demanda-t-il. Sophie, une femme expérimentée d'une cinquantaine d'années, répondit calmement. « Je ne sais pas. Prépare la cabine. » Claire, impassible, rangea ses notes. Julien s'approcha d'elle, furieux. « Qu'avez-vous fait? Qui avez-vous appelé ?» Claire répondit froidement. « Préparez la cabine, comme l'a dit votre commandant. » Sophie intervint, posant une main sur l'épaule de Julien. « Occupe-toi du galet. Je termine l'inspection. »
Elle se tourna vers Claire avec un sourire tendu. « Madame, je m'excuse pour tout malentendu concernant les toilettes. » « Il n'y a pas de malentendu, » répondit Claire. « Votre collègue m'a poussé et a fait un commentaire discriminatoire. » Sophie murmura, menaçante. « Si vous persistez avec ces accusations, la police pourrait vous attendre à Lyon pour perturbation d'équipage. » Marie Dubois, de retour, intervint. « J'ai tout vu, et d'autres aussi. Il y a des vidéos. » Elle désigna Emma et Antoine, qui filmaient toujours. Sophie, perdant son sang-froid, ordonna à tout le monde de ranger leurs appareils. Claire répondit calmement. « Agresser une juge fédérale dans l'exercice de ses fonctions est une infraction grave. » Alors que l'avion entamait sa descente vers Lyon, les véhicules aux gyrophares clignotants apparurent sur le tarmac. Claire, toujours stoïque, savait que son appel à un haut magistrat venait de déclencher une tempête qui allait secouer Air Lumière. L'avion d'Air Lumière 472 toucha le tarmac de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans une tension palpable. Les gyrophares des véhicules alignés au loin scintillaient sous le ciel gris, et un murmure d'inquiétude parcourut la cabine. Claire Dubois, juge fédérale, restait assise, son calme imperturbable contrastant avec l'agitation croissante des passagers. Les regards se tournaient vers elle, certains curieux, d'autres empreints de solidarité. Julien Morel, le steward responsable de l'incident, s'agitait nerveusement près du galet, tandis que Sophie Garnier, la chef de cabine, tentait de maintenir une façade professionnelle. Quelques minutes plus tôt, la voix du commandant Pierre Martin avait résonné dans l'intercom, demandant à tous de rester assis jusqu'à nouvel ordre. Une question flottait dans l'air. Qui Claire avait-elle appelé pour provoquer une telle intervention? Et quelles conséquences allaient s'abattre sur cet avion détourné de sa route? Alors que les moteurs s'éteignaient, 3 silhouettes en tenues officielles montèrent à bord, leurs badges bien visibles. Le premier, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, portait l'insigne d'Air Lumière. Philippe Renaud, directeur des opérations de sécurité. À ses côtés, une femme dans la quarantaine, Élise Moreau, arborait les accréditations de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC. Le troisième, un homme imposant d'origine africaine, brandissait un badge du Bureau d'enquête et d'analyse, BEA, l'agent spécial Michel Toussaint. Le commandant Martin les accueillit à la porte du cockpit, visiblement perplexe face à cette délégation de haut niveau. « Capitaine Martin, » commença Philippe Renaud d'un ton sec, « nous devons parler à 2 membres de votre équipage, Julien Morel et Sophie Garnier, ainsi qu'à une passagère en première classe. » « Ah, c'est... » Sophie s'avança, son professionnalisme intact malgré une tension visible dans ses épaules. « Je suis Sophie Garnier, chef de cabine. Comment puis-je vous aider? » Philippe expliqua. « Nous avons reçu une plainte grave concernant un incident à bord. Pour l'instant, tous les passagers doivent rester à leur place. » Michel Toussaint balaya la cabine du regard jusqu'à ce qu'il repère Claire, qui le fixa avec une sérénité absolue. Il s'approcha de son siège et parla à voix basse. « Madame la juge Dubois, je suis l'agent Michel Toussaint, BEA. Merci d'avoir signalé l'incident. » Claire inclina la tête et présenta son identification judiciaire fédérale. « Merci d'être intervenu si rapidement, agent Toussaint. » Dans le galet, Julien, observant l'échange, sentit son assurance vaciller. « Une juge ?» murmura-t-il à Sophie, dont les mains se crispèrent sur le comptoir. « Les juges fédéraux voyagent en classe commerciale tout le temps, » répondit-elle, tentant de se rassurer. « Ça ne change rien. Nous avons suivi le protocole. » Mais son ton trahissait une incertitude grandissante. Pendant ce temps, Antoine Lefebvre, le PDG de Lefebvre Innovation, ferma son ordinateur portable et s'adressa à l'agent Toussaint. « Monsieur, j'ai été témoin de l'incident. J'ai une vidéo partielle de l'altercation. » Il tendit son téléphone, où l'enregistrement montrait Julien poussant Claire et prononçant les mots désormais infâmes. « Les gens comme vous doivent utiliser les toilettes là-bas. » Toussaint hocha la tête. « C'est extrêmement utile, monsieur Lefebvre. Seriez-vous prête à fournir une déclaration officielle? » Sans hésiter, répondit Antoine, sa voix ferme. Dans la classe économique, Marie Dubois, la médecin qui avait reconnu Claire,
se leva pour s'approcher de la première classe. « Agent Toussaint, dit-elle, je suis le docteur Marie Dubois. J'ai vu ce qui s'est passé, tout comme plusieurs autres passagers en économie. Je suis prête à témoigner. » Elle désigna Emma Laurent, l'étudiante en journalisme, qui serrait son téléphone comme un trésor. « J'ai tout filmé, » ajouta Emma, un peu tremblante mais déterminée. « J'ai déjà partagé la vidéo avec des amis sur les réseaux sociaux. » Philippe Renaud fronça les sourcils. « Vous avez partagé une vidéo ?» Emma acquiesça. « Oui, sur Twitter et Instagram. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. » Un autre passager, Pierre Dubois, aucun lien de parenté avec Claire ou Marie, s'avança. Ingénieur aéronautique employé par un sous-traitant d'Air Lumière, il avait une allure discrète, mais une voix assurée. « Je travaille dans l'industrie aéronautique, » dit-il à Toussaint. « J'ai entendu parler de plaintes similaires contre Julien Morel dans le passé, mais elles n'ont jamais été suivies d'effet. Sophie Garnier, la chef de cabine, a la réputation de bloquer les signalements de discrimination. » Sophie, qui se tenait à proximité, pâlit mais garda le silence. Philippe Renaud prit la parole, s'adressant aux passagers. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour cette perturbation. Nous devons enquêter sur un incident grave survenu à bord. Pour accélérer le processus, nous allons faire descendre tous les passagers, sauf ceux directement impliqués. Le personnel au sol vous aidera avec vos correspondances ou hébergements. » Alors que les passagers commençaient à rassembler leurs affaires, Élise Moreau s'approcha de Julien et Sophie. « Nous devons parler avec vous deux une fois l'avion vidé. » Sophie répondit avec un sourire crispé. « Bien sûr, nous n'avons rien à cacher. Il s'agit d'un simple malentendu avec une passagère. » Dans un coin de la cabine, Camille Bisset, la jeune hôtesse, triturait nerveusement son badge. Elle avait glissé un mot à Claire plus tôt, promettant de témoigner, mais la peur de perdre son emploi la rongeait. Elle venait de terminer sa formation, et Sophie, sa supérieure, avait été une figure d'autorité intimidante. Pourtant, l'image de Julien posant les mains sur Claire la hantait. Elle savait ce qu'elle avait vu, et son journal personnel, qu'elle tenait depuis ses débuts chez Air Lumière, contenait des notes sur d'autres comportements douteux de Julien. Une fois l'avion presque vide, les personnes impliquées, Claire, Antoine, Marie, Emma, Pierre et quelques passagers économiques ayant proposé de témoigner, furent escortés vers une salle de conférence privée dans le terminal de Lyon. Julien et Sophie, eux, furent conduits dans une pièce adjacente pour être interrogés par Philippe Renaud et Élise Moreau. Julien, visiblement nerveux, s'assit en croisant les bras. « C'est ridicule, marmonna-t-il. Cette femme a exagéré un simple malentendu. J'essayais juste de maintenir l'ordre dans la cabine. » Élise Moreau consulta ses notes. Selon le manifeste, Madame Dubois avait un billet valide pour la première classe. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous lui avez interdit l'accès aux toilettes de première classe? Julien bafouilla. Je pensais qu'elle venait de l'économie. Elle n'avait pas l'air... Enfin, je veux dire, il y a eu une confusion. Une confusion? Répéta Moreau, son ton empreint de scepticisme. Elle était assise en première classe depuis l'embarquement. Et qu'en est-il du contact physique? L'avez-vous poussée? Julien se redressa. Je l'ai peut-être guidée, mais je ne l'ai pas poussée, et je n'ai jamais fait de commentaires discriminatoires. C'est absurde. Sophie intervint, sa voix calme mais calculée. Les passagers malinterprètent souvent nos actions quand on leur demande de respecter les règles. La cabine était bruyante, les conversations peuvent être mal comprises. Dans une autre salle, Camille faisait face à l'agent Toussaint. Ses mains tremblaient, mais elle prit une profonde inspiration. « Monsieur, j'ai vu ce qui s'est passé. » Julien a poussé Madame Dubois et a dit quelque chose à propos des gens comme elle qui devaient utiliser les toilettes en économie. Toussaint, notant chaque mot, demanda doucement. « Êtes-vous certaine de ce que vous avez entendu? Faire une fausse déclaration à un officier fédéral est une infraction grave. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis sûr, j'ai tout noté dans mon journal après l'incident. Julien a déjà fait des remarques sur certains passagers qui, selon lui, ne devraient pas être en première classe. Sophie m'a dit de ne jamais signaler ce genre de plainte directement à la direction, sous peine de représailles.
Dans la salle principale, Claire relatait son expérience à Élise Moreau et Philippe Renaud, avec une précision juridique. Après que M. Morel m'a interdit d'utiliser les toilettes de première classe, j'ai réaffirmé que j'étais passagère de première classe. C'est alors qu'il m'a saisi par les épaules et m'a poussé vers l'économie, en disant textuellement « Les gens comme vous doivent utiliser les toilettes là-bas ». Moreau demanda « Vous êtes certaine de cette formulation exacte ?» Claire répondit sans hésiter « Absolument, ces mots sont gravés dans ma mémoire. » Philippe Renaud reçut un message sur son téléphone. Son expression s'assombrit. « Madame la juge Dubois, notre PDG vient de recevoir un appel du président du conseil judiciaire, le juge Robert Lefebvre. Était-ce votre appel depuis l'avion ?» Claire confirma. « Oui. Robert et moi sommes collègues depuis 15 ans. Face à la gravité de l'incident, j'ai jugé nécessaire de le contacter immédiatement. »« Vous avez passé cet appel en vol ?» demanda Renaud surpris. « Après avoir été agressé physiquement par votre employé, j'ai estimé que ma sécurité était en danger. La situation exigeait une intervention immédiate. » À cet instant, une femme élégante entra précipitamment dans la salle. « Je suis Valérie Dupont, directrice régionale d'Air Lumière, » annonça-t-elle essoufflée. « Madame la juge Dubois, au nom de la compagnie, je vous présente nos plus sincères excuses pour tout désagrément. » Claire répondit posément. « Je vous remercie, Madame Dupont, mais jusqu'à il y a quelques minutes, vos employés menaçaient de me faire arrêter pour perturbation. » Valérie tressaillit. « C'est inacceptable, cela sera traité immédiatement. » Antoine Lefebvre prit la parole, posant son téléphone sur la table. « J'ai une preuve supplémentaire. » Il diffusa la vidéo d'Emma où la voix de Julien résonnait clairement. « Les gens comme vous doivent utiliser les toilettes là-bas. » Valérie ferma les yeux, sentant le désastre médiatique se profiler. Claire ajouta « J'ai également un enregistrement. » Elle activa son application vocale et la voix de Julien emplit la pièce, répétant la même phrase accablante. Dans la pièce adjacente, Julien et Sophie ignoraient l'ampleur des preuves s'accumulant contre eux. Julien, de plus en plus défensif, insista. « Je n'ai jamais dit ça. Elle invente pour obtenir un traitement spécial. » Moreau haussa un sourcil. « Vous suggérez qu'une juge fédérale fabriquerait des preuves ?» Sophie tenta de désamorcer. « Ce que Julien veut dire, c'est que ces mots ont peut-être été mal interprétés. Une cabine bruyante peut déformer les conversations. » Renaud les interrompit, consultant une tablette. « Madame Garnier, nous avons examiné le dossier de M. Morel. Il y a plusieurs plaintes de passagers pour traitement discriminatoire, toutes classées sans suite par vous personnellement. Pouvez-vous expliquer cela ?» Sophie se raidit. « Ces plaintes ont été examinées et jugées sans fondement. Les passagers invoquent souvent la discrimination quand on leur demande de suivre les règles. »« 6 plaintes en 1 an, toutes rejetées par vous ?» insista Renaud. Avant que Sophie ne puisse répondre, un assistant entra et murmura quelque chose à l'oreille de Renaud. Ce dernier consulta sa tablette, son visage s'assombrissant davantage. « Madame Garnier, saviez-vous qu'Air Lumière exige que toutes les plaintes de discrimination soient transmises aux ressources humaines, quelle que soit leur issue initiale ?» Sophie balbutia. « C'étaient des plaintes mineures, pas la peine de déranger les RH. »« Ce n'était pas à vous de décider, » rétorqua Renaud froidement. Pendant ce temps, Pierre Dubois, l'ingénieur, partageait des informations troublantes avec Toussaint. « J'ai accès à des rapports internes via mon travail. Plusieurs plaintes contre Julien ont été étouffées par Sophie, qui a des relations étroites avec un cadre régional, Jacques Lambert. Il est connu pour protéger les employés proches de lui. » Toussaint nota tout, son regard perçant. « Vous avez des preuves de cela ?» Pierre hocha la tête. « J'ai des copies de courriels internes. Je peux vous les fournir. » La vidéo d'Emma, désormais virale sur Twitter avec le hashtag #JusticeAcross6000pieds, commençait à attirer l'attention des médias. Des chaînes comme France 24 et Le Monde demandaient des interviews, et le cours de l'action d'Air Lumière chutait en temps réel. Valérie Dupont, consciente de la tempête imminente, murmura à Renaud
C'est un cauchemar. Une juge fédérale, des vidéos, des témoins multiples. Que faisons-nous? Renaud répondit. Nous devons limiter les dégâts, mais d'abord, nous devons établir les faits. Dans la salle de conférence, Claire répondit à une question de Moreau. Pourquoi avoir contacté le juge Robert Lefebvre spécifiquement? En tant que président du Conseil judiciaire et responsable de la sécurité des juges en déplacement, il était la personne appropriée, expliqua Claire. Les juges fédéraux voyagent souvent pour des missions officielles. Notre sécurité relève de la protection judiciaire, pas d'une simple commodité personnelle. Dana, Valérie interrompit, pâle. Madame la juge, que souhaitez-vous qu'il se passe? Avant que Claire ne puisse répondre, son téléphone vibra. Excusez-moi, c'est un appel du président de la Cour suprême. Le silence s'abattit sur la pièce, la gravité de la situation s'imposant à tous. Alors que Claire s'éloignait pour prendre l'appel, les regards se tournèrent vers Julien et Sophie, dont les carrières semblaient désormais suspendues à un fil. La tempête déclenchée par un simple geste discriminatoire était sur le point d'ébranler Air Lumière jusqu'à ses fondations. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry était devenu le théâtre d'une tempête médiatique sans précédent. À peine l'avion d'Air Lumière 472 s'était-il immobilisé que la vidéo d'Emma Laurent, relayée sous le hashtag #Justice à 6000 pieds, faisait le tour des réseaux sociaux. Les chaînes d'information françaises, de BFM TV à France Info, diffusaient en boucle des extraits de l'incident, tandis que les titres criaient au scandale. Une juge fédérale agressée sur un vol Air Lumière et discrimination raciale à bord. Air Lumière sous le feu des critiques. Dans une suite d'hôtels à Lyon, le PDG d'Air Lumière, Étienne Blanchard, réunissait en urgence son équipe exécutive. Les visages étaient graves, les téléphones vibraient sans relâche. Claire Dubois, au centre de cette tourmente, restait silencieuse, refusant les interviews pour se concentrer sur l'essentiel. Non pas son propre préjudice, mais la nécessité d'un changement systémique. Alors que les répercussions de l'incident secouaient l'industrie aéronautique, une question brûlait toutes les lèvres. Comment une simple altercation à bord pouvait-elle provoquer une telle onde de choc? Et surtout, quelle transformation durable émergerait de ce chaos? Dans la salle de conférence du terminal, les témoignages s'accumulaient contre Julien Morel et Sophie Garnier. Philippe Renaud, directeur des opérations de sécurité, et Élise Moreau, de la DGAC, écoutaient avec une attention croissante les récits concordants d'Antoine Lefebvre, Marie Dubois, Emma Laurent et Pierre Dubois. Les enregistrements, tant celui d'Emma que celui de Claire, constituaient des preuves accablantes. Camille Bisset, la jeune hôtesse, avait surmonté sa peur pour livrer un témoignage dévastateur, appuyé par son journal personnel. Pendant ma formation, expliqua-t-elle à l'agent Michel Toussaint, Julien faisait des commentaires sur certains passagers, disant qu'ils n'avaient pas leur place en première classe. Sophie m'a appris à ignorer les plaintes de ce genre, disant qu'elles venaient de personnes jouant la carte raciale pour obtenir des avantages. Elle tendit son journal, où des incidents similaires étaient méticuleusement consignés. Toussaint hocha la tête, impressionné par son courage. Mademoiselle Bisset, vous rendez-vous compte que ces informations pourraient changer la manière dont Air Lumière gère les plaintes? Camille, les yeux humides, répondit « Je l'espère. Je ne pouvais plus me taire. » Dans une pièce adjacente, Julien et Sophie, désormais séparés, faisaient face à des interrogatoires distincts. Julien, en sueur, persistait à nier. « Je n'ai jamais voulu discriminer qui que ce soit, » protesta-t-il. « J'étais fatigué, sous pression. J'ai peut-être mal choisi mes mots, mais c'était à propos des règles de la cabine, pas de sa race. » Élise Moreau, impassible, rétorqua. « Monsieur Morel, le manifeste confirme que Madame Dubois était en première classe. Votre commentaire, les gens comme vous, a été entendu par plusieurs témoins et enregistré. Comment expliquez-vous cela? » Julien bafouilla, incapable de fournir une réponse cohérente. Sophie, de son côté, tenta une autre tactique. « Julien a parfois manqué de tact, mais je n'ai jamais été témoin de commentaires explicitement discriminatoires, » affirma-t-elle. Philippe Renaud brandit une tablette. « Madame Garnier,
Nous avons découvert que vous possédez une propriété de vacances avec Jacques Lambert, cadre régional d'Air Lumière. C'est lui qui aurait dû recevoir les plaintes que vous avez classées sans suite. C'est une violation grave du protocole. Sophie pâlit, son masque de professionnalisme se fissurant. Ces plaintes étaient mineures, balbutia-t-elle. J'ai utilisé mon jugement pour éviter d'encombrer la direction. Ce n'était pas à vous de juger, coupa Renaud. Vous avez systématiquement étouffé des signalements. Valérie Dupont, la directrice régionale, rejoignit la réunion principale, son visage marqué par l'épuisement. « Madame la juge Dubois, dit-elle, notre équipe juridique souhaite vous offrir un règlement. Voyage gratuit en première classe à vie, une compensation financière substantielle et des excuses officielles. » Claire secoua la tête. Ce n'est pas une question d'avantage personnel. Ce qui s'est passé révèle un problème systémique au sein d'Air Lumière. Des employés ont le pouvoir de bloquer des plaintes sans contrôle, et cela doit changer. Valérie, déconcertée, demanda « Que proposez-vous » Avant que Claire ne puisse répondre, son téléphone vibra. « Excusez-moi, c'est un appel du président de la Cour suprême. » Elle s'éloigna, laissant la salle dans un silence pesant. La mention d'un si haut responsable judiciaire fit frémir Valérie. « C'est une catastrophe, » murmura-t-elle à Renaud. « Si la Cour suprême s'en mêle, nous sommes finis. » À l'extérieur, la tempête médiatique s'intensifiait. La vidéo d'Emma, partagée des milliers de fois, avait déclenché une vague d'indignation. Le hashtag « à voleur sans préjugés », inspiré par le témoignage de Marie Dubois sur Twitter, gagnait en popularité, accompagné de récits d'autres passagers ayant subi des traitements similaires sur des vols Air Lumière. Des entreprises comme Lefebvre Innovation annoncèrent qu'elles suspendaient leur contrat de voyage avec la compagnie jusqu'à ce que des réformes soient prouvées. Antoine Lefebvre, dans un communiqué, déclara « En tant qu'entreprise engagée pour l'inclusion, nous ne pouvons tolérer des pratiques discriminatoires. Air Lumière doit démontrer un changement réel. » Plusieurs grandes entreprises françaises, dont un géant pharmaceutique et une banque d'investissement, suivirent de l'exemple, accentuant la pression financière sur la compagnie. Dans la salle de conférence, Pierre Dubois, l'ingénieur aéronautique, fournit des documents internes accablants. « J'ai accédé à des courriels montrant que Sophie a explicitement demandé à ses collègues de ne pas transmettre les plaintes de discrimination à Jacques Lambert », expliqua-t-il. Lambert lui-même a validé cette pratique, arguant que cela préservait l'harmonie de l'équipage. Toussaint, prenant des notes, demanda « Êtes-vous prêt à témoigner officiellement? Cela pourrait exposer un réseau de complicité. » Pierre acquiesça. « J'ai vu trop de collègues fermer les yeux. Il est temps que cela change. » Camille Bisset, quant à elle, faisait face à un dilemme moral. En témoignant, elle risquait d'être ostracisée par ses collègues, mais son silence la rendrait complice. Après une conversation avec Claire, qui lui assura une protection via un programme de lanceur d'alerte de la DGAC, elle trouva le courage de parler. « Je veux faire partie d'une industrie qui traite tout le monde avec respect, » dit-elle à Toussaint. « Si je perds mon emploi, eh bien, je trouverai autre chose, mais je ne peux pas vivre avec l'idée d'avoir couvert une injustice. » Claire, touchée par sa bravoure, lui glissa. « Votre intégrité est rare, mademoiselle Bisset. Je m'assurerai que vous soyez protégée. » Quelques heures plus tard, Air Lumière publia un communiqué laconique. Air Lumière est informé d'un incident sur le vol 472. Nous prenons toutes les allégations de discrimination très au sérieux et menons une enquête approfondie. Les employés concernés ont été suspendus en attendant les résultats. Mais ce communiqué ne suffit pas à apaiser l'opinion publique. Les actions de la compagnie chutèrent de 6% en une journée, et les analystes prédisaient des pertes financières durables si les boycotts persistaient. Étienne Blanchard, dans la suite d'hôtel, faisait les 100 pas. « Quelle est l'ampleur des dégâts » demanda-t-il à Valérie Dupont. « Pire que tout ce que nous avons connu » répondit-elle. Une juge fédérale, des vidéos virales, des témoignages multiples et maintenant des preuves d'un système de dissimulation. Nous risquons des enquêtes de la DGAC, du ministère des Transports et peut-être même des poursuites civiles. Étienne se tourna vers son directeur de la communication. « Que veulent-ils »
La juge Dubois n'a pas fait de demande personnelle, répondit Valérie. Elle insiste sur des réformes structurelles. Étienne frappa du poing sur la table. Alors nous devons agir vite. Annoncez la suspension immédiate de Julien Morel et Sophie Garnier, et promettez une révision complète de nos procédures. Le lendemain, Air Lumière publia un nouveau communiqué. Air Lumière annonce la résiliation immédiate des contrats de 2 employés impliqués dans un incident discriminatoire à bord du vol 472. Nous regrettons profondément l'expérience de Madame la juge Claire Dubois et de tout autre passager ayant subi un traitement similaire. Nous nous engageons à renforcer nos formations et à réformer notre système de gestion des plaintes. Mais pour beaucoup, ces mesures semblaient insuffisantes. Les médias dénonçaient une tentative de contrôle des dégâts, plutôt qu'un véritable engagement pour le changement. Julien et Sophie, désormais représentés par un avocat médiatisé, Marc Dubois, sans lien avec Claire ou Pierre, tentèrent de contre-attaquer. Lors d'une conférence de presse, Marc déclara « Mes clients sont des boucs émissaires d'un problème systémique dans l'industrie aéronautique. Ils nient toute intention discriminatoire et affirment que leurs actions ont été mal interprétées. » Cette défense fut rapidement balayée lorsque Claire, rompant son silence, accorda une interview exclusive à une journaliste respectée de France Culture. « Cette affaire ne concerne pas seulement mon expérience, » expliqua-t-elle. « Je suis dans une position privilégiée, avec des ressources et des contacts pour faire entendre ma voix. Mais qu'en est-il des innombrables voyageurs humiliés quotidiennement à cause de leur race, sans accès à une telle plateforme? Air Lumière doit répondre de ces défaillances systémiques, pas seulement punir 2 employés. » Claire déposa des plaintes officielles auprès de la DGAC, du ministère des Transports et de la Commission nationale des droits humains. Ces enquêtes promettaient d'examiner non seulement l'incident du vol 472, mais aussi les pratiques globales d'Air Lumière. Marie Dubois, la médecin, mobilisa son réseau dans la communauté médicale pour organiser un boycott des vols Air Lumière par les associations professionnelles qui représentaient une part importante des revenus de la compagnie. « Tant qu'Air Lumière ne prouve pas un engagement réel pour l'égalité, nous irons ailleurs », déclara-t-elle dans une tribune publiée dans Le Figaro. Antoine Lefebvre, de son côté, annonça que Lefebvre Innovation développait un outil d'intelligence artificielle pour détecter les biais dans les interactions avec les clients, inspiré par l'incident. « La technologie ne peut pas éliminer les préjugés humains, expliqua-t-il lors d'une conférence technologique à Paris, mais elle peut révéler des schémas que nous ignorons ou choisissons d'ignorer. » Emma Laurent, l'étudiante en journalisme, fut contactée par plusieurs rédactions pour raconter son rôle dans l'exposition de l'incident. Elle transforma son expérience en un projet de mémoire sur le pouvoir des réseaux sociaux dans la lutte contre les injustices. Camille Bisset, grâce à l'intervention de Claire, fut intégrée à un programme de protection des lanceurs d'alerte de la DGAC. Elle fut promue à un poste de formatrice en inclusion, où elle contribua à concevoir de nouveaux programmes pour sensibiliser les équipages aux biais implicites. « Quand j'ai parlé, j'ai cru que ma carrière était finie, » confia-t-elle à un groupe de nouveaux stewards. « Mais en réalité, j'ai trouvé ma vocation, rendre notre industrie plus juste pour tous. » 6 mois plus tard, Claire se tenait à un pupitre à Bordeaux, s'adressant à la conférence annuelle de l'Association internationale des services aériens. Son auditoire, composé de dirigeants de compagnies aériennes, de régulateurs et de formateurs, écoutait avec une attention mêlée de respect et d'inconfort. « L'incident qui m'a porté à votre attention n'était pas unique, » commença-t-elle. « Ce qui le rend exceptionnel, c'est qu'il n'a pas pu être ignoré, balayé par une lettre d'excuse standard ou un bon de réduction. Mais pour des milliers de voyageurs, ces indignités sont routinières. Ils les endurent comme le prix à payer pour voyager. » Elle présenta le « Protocole Dubois », un cadre adopté par Air Lumière après des mois de négociations. Ce protocole comprenait des formations trimestrielles obligatoires sur les biais, un système de signalement anonyme pour détecter les comportements problématiques et un comité indépendant incluant des représentants communautaires pour évaluer les plaintes. Le succès ne réside pas dans l'absence de biais, conclut Claire, mais dans la création de systèmes qui empêchent ces biais de nuire,
qui identifient les problèmes tôt et qui répondent aux échecs avec une véritable responsabilité. Julien et Sophie, leur procès pour licenciement abusif rejeté face à l'écrasante évidence, se retrouvèrent exclus de l'industrie aéronautique. Leur avocat, Marc Dubois, tenta de plaider leur cause, mais la Cour estima que leurs actions violaient clairement les politiques de la compagnie, même si celles-ci avaient été appliquées de manière incohérente par le passé. Une enquête indépendante commandée par le conseil d'administration d'Air Lumière révéla un schéma troublant. Les plaintes de discrimination émanant de passagers noirs, maghrébins ou asiatiques étaient validées à un taux nettement inférieur à celles des passagers blancs, malgré des preuves similaires. Le rapport pointa également une culture de promotion des employés ayant des plaintes à leur encontre, suggérant que ces comportements n'étaient pas pris au sérieux. Les conséquences pour Air Lumière furent lourdes. Outre les boycotts et la chute de son cours boursier, la compagnie faisait face à des poursuites collectives potentielles de la part de passagers ayant subi des discriminations similaires. Les enquêtes fédérales menaçaient d'entraîner des amendes et une supervision accrue. La réputation de la compagnie, construite sur des décennies, était durablement entachée. Pourtant, des changements concrets émergèrent. Le protocole Dubois devint un modèle pour d'autres compagnies aériennes, et Claire lança un programme de formation judiciaire sur les discriminations dans les transports. Ces affaires atteignent rarement les tribunaux fédéraux, expliqua-t-elle à ses collègues. Mais quand elles le font, nous devons comprendre leur nature systémique, pas les traiter comme des incidents isolés. Lors d'un autre vol des mois plus tard, Claire s'installa en première classe. Une hôtesse, une jeune femme d'origine antillaise, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Madame la juge Dubois, c'est un honneur de vous servir. J'ai suivi votre programme de formation le mois dernier. Merci de rendre les cieux plus justes pour tous. » Claire sourit, repensant aux paroles de son père. Le changement ne vient pas en endurant l'injustice en silence, mais en s'assurant que personne d'autre n'est à la subir. Cette histoire illustre le pouvoir d'une voix déterminée à provoquer des transformations profondes. Claire aurait pu ignorer l'incident, comme tant d'autres avant elle, mais elle a choisi d'agir, utilisant son statut pour exposer un problème systémique. Le courage de Camille, la ténacité d'Emma, la solidarité de Marie et Pierre, et même l'intervention tardive d'Antoine montrent que le changement nécessite une responsabilité collective. Les silences complices, comme ceux de Sophie, permettent aux injustices de persister, tandis que les actes de bravoure, même risqués, peuvent démanteler des systèmes oppressifs. Pour Air Lumière, les conséquences financières et réputationnelles furent sévères, mais elles ouvrirent de la voie à une industrie plus équitable. Et pour Claire, cet incident marqua le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière, dédié à faire des cieux un espace où chacun est traité avec dignité. L'histoire de Claire Dubois, juge fédérale confrontée à une discrimination criante à bord d'un vol Air Lumière, résonne comme un puissant rappel de la persistance des préjugés dans les espaces publics, même dans une société qui se veut moderne et égalitaire comme celle de la France. Cette affaire, marquée par l'humiliation publique et la réponse courageuse de Claire, ainsi que par la solidarité de témoins comme Camille, Emma, Antoine, Marie et Pierre, offre des leçons profondes sur la justice, la responsabilité individuelle et collective, et la nécessité de réformer les systèmes qui permettent aux discriminations de prospérer. En tant que Français, où l'égalité, égalité, est une valeur cardinale de la République, cette histoire nous interpelle directement, nous invitant à réfléchir à notre rôle dans la lutte contre l'injustice. Voici mes impressions et les enseignements que nous pouvons tirer pour les appliquer dans notre quotidien, dans un esprit fidèle à la culture française qui valorise la réflexion, la justice et la solidarité. Tout d'abord, l'histoire de Claire Dubois met en lumière la douleur silencieuse que subissent ceux qui sont victimes de discrimination. Lorsqu'elle est poussée vers l'économie avec les mots blessants, les gens comme vous, Claire, malgré son statut de juge, ressent l'humiliation universelle que tant de personnes connaissent face aux préjugés raciaux. Cette expérience, bien que choquante, n'est pas isolée. En France, où l'idéal républicain prône l'universalisme, les discriminations basées sur l'origine, la couleur de peau ou l'apparence continuent d'exister, souvent dans des formes subtiles mais insidieuses.
Ce qui frappe dans le comportement de Claire, c'est sa dignité et sa retenue, des qualités profondément ancrées dans la culture française, où la maîtrise de soi face à l'adversité est admirée. Elle ne cède pas à la colère immédiate, mais choisit une réponse stratégique. Documenter, agir et mobiliser son réseau pour provoquer un changement. Cette approche nous enseigne une première leçon. Face à l'injustice, la patience et la méthode peuvent être plus puissantes que la confrontation directe. Dans nos vies, cela signifie que, face à une injustice, nous devons garder la tête froide, recueillir des preuves et chercher des alliés pour faire entendre notre voix, plutôt que de réagir impulsivement. Ensuite, le courage de Camille Bisset, la jeune hôtesse qui risque sa carrière pour témoigner, est un exemple éclatant de l'intégrité individuelle. Dans une culture française où la loyauté envers ses collègues et la hiérarchie est souvent valorisée, Camille choisit de rompre le silence, défiant les pressions de Sophie Garnier. Ce choix reflète une valeur essentielle du républicanisme français, le courage civique ou la capacité de placer les principes au-dessus des intérêts personnels. Camille nous rappelle que, même dans des environnements compétitifs, dire la vérité peut être un acte de transformation. Pour nous, cela signifie que, dans nos lieux de travail ou nos cercles sociaux, nous devons avoir le courage de signaler les comportements injustes, même si cela nous expose à des représailles. Cela peut être aussi simple que de défendre un collègue victime de microagressions ou de signaler une pratique discriminatoire dans une organisation. Chaque petit acte de courage contribue à briser le cycle de l'injustice. L'intervention d'Antoine Lefèvre, bien que tardive, illustre une autre leçon. Le pouvoir des privilèges utilisés à bon escient. En tant que PDG influent, Antoine aurait pu rester silencieux, comme il l'avait fait dans d'autres situations. Mais face à une injustice évidente, il choisit de parler, utilisant son statut pour amplifier la voix de Claire. Dans la culture française, où l'élite est souvent perçue comme détachée des préoccupations quotidiennes, cet acte rappelle que ceux qui détiennent du pouvoir, qu'ils soient professionnels, sociaux ou économiques, ont une responsabilité particulière dans la lutte contre l'injustice. Pour nous, cela signifie reconnaître nos propres privilèges, qu'il s'agisse de notre éducation, de notre position sociale ou de nos réseaux, et les utiliser pour soutenir ceux qui sont marginalisés. Par exemple, dans une réunion, nous pouvons céder la parole à quelqu'un qui est systématiquement ignoré ou utiliser nos connexions pour faire avancer une cause juste. L'histoire révèle également l'importance de la solidarité collective, incarnée par Marie, Emma et Pierre. Marie, en offrant son témoignage, montre que la reconnaissance des injustices partagées peut créer des alliances puissantes. Emma, avec sa vidéo, illustre le rôle des nouvelles technologies dans la dénonciation des abus, une pratique devenue courante en France avec l'essor des réseaux sociaux. Pierre, en exposant les pratiques internes d'Air Lumière, souligne que le changement systémique nécessite des voix de l'intérieur. Ensemble, ils rappellent une valeur française fondamentale, la fraternité. Dans notre quotidien, cela nous encourage à agir en tant que communauté, que ce soit en soutenant un voisin victime de discrimination, en partageant des informations sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, ou en collaborant avec des collègues pour réformer des pratiques injustes dans nos organisations. Enfin, le protocole du bois et les réformes qui en découlent montrent que les véritables transformations ne viennent pas seulement de punir les coupables, mais de réformer les structures qui permettent l'injustice. En France, où les institutions sont souvent perçues comme rigides, cette histoire nous pousse à exiger une responsabilité systémique. Que ce soit dans les écoles, les entreprises ou les administrations, nous devons plaider pour des politiques transparentes, des formations sur les biais et des mécanismes qui empêchent les plaintes d'être étouffées. Pour chacun de nous, cela peut signifier s'impliquer dans des associations locales, participer à des formations sur la diversité ou simplement engager des conversations difficiles sur les préjugés dans nos cercles. En conclusion, l'histoire de Claire Dubois est un appel vibrant à l'action, ancré dans les valeurs françaises d'égalité, de justice et de fraternité. Elle nous rappelle que le changement commence par des individus qui refusent de se taire face à l'injustice, qu'ils soient juges, hôtesses, étudiants ou ingénieurs. Appliquons ces leçons dans nos vies. Documentons les injustices, parlons avec courage, utilisons nos privilèges pour amplifier les voix marginalisées
et travaillons ensemble pour réformer les systèmes défaillants. Ce n'est qu'ainsi que nous ferons avancer l'arc de l'histoire vers la justice. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que chacun de nous a un rôle à jouer dans la lutte contre l'injustice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien à ces récits de courage et de changement. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou vos collègues pour inspirer d'autres à s'exprimer contre la discrimination. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire qui mette en lumière la justice et la responsabilité. Et dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice? Qu'avez-vous fait? Votre voix compte, et ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste. Alors, likez, partagez, abonnez-vous, et commençons la conversation dès aujourd'hui.